Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans Rail One. Ce soir, nous sommes dans le Tessin sur une ligne internationale. Nous serons entre Locarno et Domodossola. Nous sommes à Locarno, vous pouvez le voir, avec Mathis Courte juste derrière la caméra. Et on retrouve en duplex Tim Chanet et Étienne Bergeon qui sont à Domodossola. Ils ont déjà pris un peu d'avance par rapport à nous sur la ligne. Bonsoir à vous deux. Oui, bonsoir à toutes et à tous, salut les deux Mathis. Nous sommes à Domodossola, effectivement, où il fait un peu moins chaud qu'en bas, qu'à Locarno. Mais voilà, nous avons déjà filmé la chronique découverte, vous allez la voir, avec des paysages toujours magnifiques, comme je le dis souvent. Et puis maintenant, je suis en train presque de filmer Tim pour la chronique histoire, qui va être également très intéressante. Voilà, c'est un peu tout, la journée est chargée, même demain aussi, puisqu'on est là 2 jours pour filmer vraiment les meilleurs moments de ce voyage. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites à Locarno? Et puis nous, on est à Locarno, on a filmé juste avant la chronique installation qui va s'intéresser au poste directeur, au centre d'exploitation aussi on pourrait dire, mais c'est le poste directeur de la ville de Locarno pour la FART qui contrôle le trafic sur une partie du circuit uniquement. Et on va effectuer maintenant le tournage du portrait qui sera à découvrir à la fin de l'émission, le portrait d'un mécanicien. C'est à retrouver tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts, Étienne et Tim? Oui, nous sommes prêts. Et vous? Parfait, alors on est prêt également. Je vous propose de lancer le générique. 3, 2, 1, Rail One, épisode 16, saison 2, c'est parti. C'est parti. Bon, ça on peut pas le faire en même temps. Saviez-vous que cette ligne a été ouverte dans le but de relier 2 grands axes transalpins, le Simplon et le Gothard, et qu'elle fut électrifiée dès son inauguration? Découvrez l'histoire du Locarno Domodossola, chronique signée Tim Chanet. Tout débute lors de l'année 1898, date à laquelle le maire de Locarno, Francesco Bali, demanda à la Confédération une concession pour construire une ligne reliant Locarno à Domodossola. Cette dernière devait passer par les Centovalli et le Val Vighezzo et avoir pour but l'établissement de nouvelles connexions avec les futures lignes du Saint-Gothard et du Simplon, ainsi que de mettre fin à l'isolement de la région. Le financement du projet reste néanmoins encore un problème. Il fut alors envisagé en 1904 de construire un chemin de fer à crémaillère, comme on a pu le voir par exemple au Righi, afin de gravir plus aisément les fortes pentes et pour des coûts moindres. Une année plus tard, la Confédération s'engage à couvrir 30% des coûts de construction de la ligne, ce qui permit aux 3 défenseurs principaux de la ligne, Francesco Bali, Alfredo Falcioni et Andrea Testore, de proposer un projet de ligne à voie métrique, sans crémaillère et avec une traction électrique. En 1907, une autre ligne que celle actuellement en préparation voit le jour entre Locarno et Bignasco. Cette dernière fut malheureusement en activité que quelques dizaines d'années avant d'être fermée à la circulation le 29 novembre 1965. Début 1909, les travaux et la construction de la liaison italo-suisse furent confiés à l'ingénieur helvétique Giacomo Suter. Il avait par ailleurs constaté que les coûts liés au chantier seraient 4 fois supérieurs aux prévisions, ce qui n'a pour autant pas arrêté le projet. Entre 1911 et 1912, différentes autorisations furent accordées. Du côté suisse, la gestion de la ligne fut confiée à la FART, Ferrovie e Autolinee Regionali Ticinesi, anciennement FRT. Côté italien, ce rôle fut donné à la SSIF, Società Subalpina di Imprese Ferroviarie. Puis ce fut au tour des travaux de débuter, mais pas pour longtemps, car qui dit 1914 dit début de la Première Guerre mondiale.
5 ans après, un traité fut signé entre le Conseil fédéral et le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, concernant une ligne à voie étroite entre Locarno et Domodossola. Les travaux purent donc reprendre en 1921 pour s'achever le 27 mars 1923, date à laquelle l'équipe italienne et suisse se rejoignirent à Santa Maggiore. La ligne fut ensuite inaugurée le 25 novembre 1923. Longue de 52,2 km et électrifiée en 1400 volts continu, la ligne des Centovalli est également composée de 83 ponts ainsi que de 34 tunnels. Elle était parcourue par 6 locomotives A, B, D et 4x4 d'une puissance de 324 kW. Les machines pouvaient d'ailleurs gravir la plus grande pente de la ligne qui avoisine les 60 pour 1000, soit 6% sans crémaillère. Pour terminer, un tunnel ainsi qu'une nouvelle gare souterraine comme celle-ci furent construits en 1990 afin de relier l'ancien terminus de la ligne Locarno-San Antonio à la gare CFF de Locarno, ce qui a également permis d'éviter la construction de 28 passages à niveau. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais également à consulter notre site raiwan.ch pour voir le programme des futures émissions notamment, mais bien sûr aussi la nouvelle rubrique saison 3. Maintenant, laissez-moi être votre guide tout au long de la ligne Locarno-Domodossola avec quelques arrêts, mais également des paysages depuis le train filmés avec le plus grand plaisir de Tim et moi-même. Locarno tout d'abord avec ses terrasses, ses rues en couleurs, ses villas, parfois de rêve, ses cafés en pleine préparation à l'ouverture, son architecture, ses lions arrosés pour qu'ils n'aient jamais soif, eux, ses énormes pins et nombreux, ses pavés courbes. Voici la gare de Sant'Antonio sous terre. Le tunnel qu'utilise le train s'étend sur 2,5 km. Nous le prenons jusqu'à Pontebrolla, ici, point de rencontre des cours d'eau Melezza et Macchia. Et ici, le drone nous a été utile pour vous montrer le plus beau du village. Le paysage lui aussi, comme partout où nous allons, est beau, mais la beauté de ces images offre une nouvelle qualité à l'émission, pouvant maintenant toujours plus s'éloigner du ferroviaire tout en s'y approchant de plus près. Pour mieux vous rendre compte de la taille de ces roches de la Macchia, je vous invite à vous balader le long de cette ligne à pied comme en train. Et le voici qui dessine déjà la suite de notre périple, mais laissez-vous encore un petit peu bercer par Pontebrolla. Pour contempler de bien plus haut le paysage, empruntez la ligne de bus vous guidant jusqu'au Montebre depuis Locarno. J'y suis allé il y a de cela quelques années et mes attentes avaient été atteintes. Nous sommes à Tegna, village paisible, sa terrasse, son clocher. Sa gare et les vélos bleus, un symbole de la région. Et un antiquaire plutôt unique ici,
Cette fois, vous ne pouvez pas dire que j'utilise ce mot à tout va. L'oratoire de Sant'Anna, avec les ruines du Castelliere, des monuments que nous avons cherchés pendant longtemps, avant de les trouver au dernier moment. Je crois que nous avons vu le plus beau. Vercio, joli clocher, une fois de plus. Je ne sais pas si vous le voyez, mais un panneau très sympathique laisse un indice sur la fierté du village. Il s'agit de Dimitri, un artiste plus connu en tant que clown. Le théâtre, le musée Comico et la Casa del Clown permettent aux visiteurs de ressentir la poésie de son style. Une terrasse qui m'aurait bien intéressé, mais le temps presse, il faut dénicher les autres coins précieux. Et après quelques arrêts, certains passés à pied, voici Intragna et son pont impressionnant. Vous avez l'occasion de visiter le musée régional des Centovalli et de Terre di Pedemonte et d'y retrouver la figure du ramoneur très présente dans le Val Vigezzo, région donc entre la Suisse et l'Italie. Nous nous approchons de l'Italie et les rames italiennes de la SSIF et celles suisses des Fart traversent tour à tour le pont qui domine toute la vallée et enjambe Isorno, le ruisseau. Son clocher, le plus haut du Tessin, avec ses 65 mètres de hauteur et ses 165 marches, domine également la vallée. Mais attention, sous le pont, il y a du saut à l'élastique, en plus de toutes les activités à faire et à refaire dans la région. Nous voici à Santa Maria Maggiore, un village de la ligne des Centovalli, justement, que nous avons pris. Et puis, voilà, quand nous sommes arrivés avec Tim à la gare, une impression plutôt mitigée sur l'originalité du lieu, mais il m'a suffi de descendre dans le village pour me rendre compte à quel point c'était beau, hein, c'était magnifique, je le dis souvent, mais c'était vraiment magnifique. Et puis à quel point le village était rempli de patrimoine. Donc voilà, bon, je vous en dis pas plus, j'arrive pas à trouver mes mots, je vous laisse découvrir. Le village est connu pour son rassemblement international des ramoneurs, Fuori di Zucca, et le célèbre marché de Noël. Il abrite le musée du ramoneur et la Casa del Profumo, un grand lien avec l'eau de Cologne. Je vous invite à vous y rendre pour apprendre plus sur ce fait étonnant. En effet,
Son inventeur, Giovanni Paolo Feminis, est né dans un hameau de Santa Maria Maggiore. Et depuis le train, nous pouvons apercevoir Coimo avec son architecture typique des maisons en pierre du Val Vicenzo. Trentano. En effet, je ne savais pas comment décrire le village, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est toujours beau. Et puis ici, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que chaque année, il y a la fête des champignons, car à Trentano, le vin et les bons repas font partie de l'art de vivre. La tour de Creccio, datant du XIIIe siècle, fait partie des ouvrages d'observation qui caractérisent le Val Vicenzo et le Val d'Ossola proche. En 1847, elle fut restaurée après une bataille et elle n'est que visitable avec le train. Il s'agit effectivement de la seule manière de l'explorer. Nous sommes arrivés sur le plateau de Domodossola. Il s'agit du terminus italien de la ligne. Cette ville est située au centre des 7 vallées de l'Ossola. En espérant que ce train repartira dans l'autre sens avec vous. Vous le savez peut-être, la ligne Domodossola-Locarno est contrôlée à moitié pour ce qui est du trafic par les FART. Le centre de gestion justement est situé ici à Locarno, dans la gare souterraine, et on vous le fait découvrir avec Mathis Courte dans la séquence installation. Bienvenue au centre de gestion du trafic des FART. Nous nous trouvons ici dans la gare souterraine de Locarno. Nous allons rencontrer Fabio qui va nous expliquer comment fonctionne ce centre de gestion. Bonjour Fabio. Bonjour. On voit ici divers éléments dans ce centre de gestion du trafic. Est-ce que vous pouvez brièvement nous les présenter? Bien sûr, nous avons un Domino 67. Nous avons toutes les caméras pour visualiser les gares souterraines comme ici à Locarno. Nous avons ici le bureau avec le système d'ordinateur pour gérer toutes les parties de la gare. Ici un élément très important, un domino. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors dans la pratique, ce Domino 67 fonctionne avec un système de relais. Nous pouvons gérer tout de Muralto jusqu'à Camedo. Nous bloquons les signaux des trains ou libérons les sorties. Ici à Locarno, nous avons des signaux nains et gérons toutes les manœuvres, les entrées et sorties des trains. Justement, comme nous le disions avant, nous avons toutes les caméras pour visualiser les gares souterraines. Ensuite, nous avons le système de télégestion de toute la gare. Nous pouvons commander les lumières, fermer les accès des escalators. Et sur cet ordinateur, nous avons actuellement le personnel en service. Si par exemple nous avons un employé malade, il s'annonce le matin pour que nous puissions trouver un remplaçant et modifier les tours. Ensuite, nous faisons toutes les statistiques de la journée. Et enfin, nous gérons tout le matériel ferroviaire. Si par exemple nous avons un problème et que nous devons changer de véhicule, nous gérons tout depuis ici, à Locarno. Concrètement, comment est-ce que vous manipulez le domino? Alors concrètement, le Domino 67 fonctionne de cette manière. Je vous montre.
Pour une entrée dans la gare depuis le tunnel jusqu'à la voie 2, j'appuie sur les bonnes touches. Comme vous avez pu le voir, le domino établit un parcours vers la voie 2. Comment cela fonctionne? Ici, nous avons un signal nain. Nous utilisons le bouton pour définir l'itinéraire. Il va changer les aiguillages pour établir le parcours. Il contrôle qu'il n'y ait pas d'occupation de la voie par un autre train. Et dans ce cas, il passe ensuite le signal d'entrée au vert pour le train qui va prochainement arriver. Si vous faites un parcours mais que vous voulez changer la voie de destination, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, par exemple, je crée maintenant un parcours de manœuvre de la voie 3 à la voie 13. J'appuie et comme expliqué avant, il change les aiguilles et ouvre le signal nain. Si je dois maintenant changer notre destination, je ferme le signal nain, il s'éteint, je détruis tout le parcours de manœuvre. Il s'est effacé et je peux créer l'autre parcours dans l'autre direction. Il change l'aiguille, contrôle aussi que l'aiguille de protection de l'autre voie tourne et ouvre le signal nain. Comment est-ce que vous manipulez le domino sur les gares intermédiaires? Alors, les gares qui ne sont pas à Muralto, nous pouvons verrouiller les sorties. Par exemple, nous avons un croisement bientôt à Cavigliano. Nous pouvons voir déjà maintenant que notre train arrivant d'Intragna a déjà verrouillé la voie. Nous n'avons donc pas besoin de verrouiller la sortie de Cavigliano, mais je verrouille la sortie de la gare du train qui monte. Maintenant, j'ai vu que le train de Vercio a aussi verrouillé la voie pour son parcours. Je peux donc bloquer la sortie de Cavigliano. Pour les autres manipulations, nous devons le faire sur place dans les gares. Le mécanicien va sur le synoptique qui se trouve dans la gare. Il demande la permission par radio pour faire les manipulations. Il va enclencher le mode manuel et le voyant orange s'allume. Il peut ensuite faire des actions comme changer l'aiguille 1 ou 2, baisser le passage à niveau ou commander les sorties en direction d'Intragna ou de Vercio. Vous nous avez dit précédemment que vous gériez le trafic jusqu'à la gare de Camedo. Comment est-ce que vous gérez le trafic en fait avec vos collègues qui sont en Italie et qui gèrent leur partie? Nous voyons ici le même bloc qu'eux qui est quasiment à la frontière de Ribellasca. Tous les trains qui arrivent dans notre direction s'annoncent et inversement, les trains qui partent s'annoncent vers eux. Ils s'annoncent avec leur numéro de train, comme ça nous pouvons savoir de quel train arrive vers Camedo. Une autre manipulation est d'activer le barrage, je vous montre. Par exemple, en cas de travaux de nuit, la barrière peut être insérée dans l'itinéraire afin qu'aucun train ne puisse être envoyé sur cette section. Tous les trains ne vont pas jusqu'à la gare frontière de Camedo. Comment sont organisés les trajets? Alors, pour pouvoir gérer toutes les courses, nous utilisons ce graphique qui est mis à jour chaque fois lorsqu'il y a un changement d'horaire. Nous pouvons ici voir par exemple à 5h18 par le train 300 qui ira jusqu'à Intragna, comme vous le voyez. Autre exemple, le train 302 qui croise à Vercio, le train 301, arrivera à Camedo à 6h19. Nous voyons aussi tous les trains pour Domodossola, comme ce train direct numéro 32 qui part de Locarno à 7h48 pour arriver à Domodossola à 9h36, avec tous les croisements qu'il effectuera. S'il devait être en retard et dont l'horaire ne correspond plus au graphique, nous devons nous rappeler visuellement où il est.
On voit qu'il y a différentes couleurs sur ce graphique. À quoi correspondent les différentes couleurs justement? Tous les trains régionaux sont avec un trait plus fin par rapport aux trains directs qui ont un tracé plus épais. Il y a des trains spéciaux pour l'école ou des trains vides qui sont en vert. Ici, il y a le petit 2 qui nous renvoie à la légende, le train circulant du lundi au vendredi hors jour férié d'école. En bleu, le trajet des trains bis lorsque les trains directs sont trop remplis et qu'il n'y a plus de place. Et enfin, en rouge, les deux trains spéciaux roulant le vendredi et le dimanche en plus de l'horaire normal. Rai One évolue, la saison 3 de l'émission aura bien lieu pour notre plus grand plaisir. On espère que cela est partagé et on va avoir besoin de vous. On souhaiterait pouvoir vous proposer des nouveautés comme à chaque nouvelle saison et pour cela cette année nous avons mis en place une cagnotte pour récolter des fonds. Les objectifs l'année prochaine sont de travailler plus facilement, d'être plus proche de vous chers téléspectateurs et de vous proposer des émissions s'approchant plus souvent des 52 minutes avec un nouveau format et un nouveau contenu sans casser nos codes fondamentaux. Aidez-nous à faire progresser Rai One. Toutes les informations sur notre site internet raione.ch, rubrique saison 3. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'ores et déjà de votre soutien. Autre chose également, on lance un appel aux candidatures pour ceux qui seraient intéressés de rejoindre l'équipe Rai One. Vous trouverez les différentes fiches de poste toujours sur notre site internet rubrique saison 3. Vous avez jusqu'au dimanche 5 juin inclus pour nous envoyer votre dossier. Vous le savez, pour conduire ces véhicules, ces trains, ça va de soi, il nous faut bien sûr des pilotes. Au FART, les pilotes sont polyvalents au niveau du matériel roulant, c'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois conduire le matériel roulant de la compagnie italienne et le matériel roulant des FART. Nous avons suivi à bord d'une rame FART manuelle hier, samedi, pour tourner son portrait, chronique signée Mathis Kurtz et Nicolas Berdo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Manuel Camponovo, lavoro presso le FART dal 1996, ho iniziato come capotreno, nel 98 ho frequentato la formazione di macchinista per la licenza B80, dal 2001 al 2011 sono diventato anche supplente per quello che riguarda le stazioni di Intragna e Camedo e le funivie di Verdasio Rasa e Intragna Pilacosta. Nel 2018 l'azienda mi ha dato la possibilità poi di frequentare la formazione per perito esaminatore. Dopodiché dal 2018 sono diventato anche capomovimento per il comando ferrovia e capocentrale sempre per il comando ferrovia. Nel mio lavoro quello che mi piace è il contatto con la natura, il paesaggio che praticamente tutti i giorni si può osservare dalla cabina di guida e anche quando in inverno ci sono queste abbondanti nevicate il paesaggio si trasforma in diciamo un paesaggio quasi da Natale. E questa neve, che purtroppo adesso sono anni che non viene più, non è abbondante, però crea proprio un paesaggio idilliaco, fantastico, che i passeggeri possono vedere tutti gli anni
e ammirare dal nostro treno, dalla nostra ferrovia. Allora, i miei ricordi sono quando ci sono le grosse manifestazioni, tipo la festa degli spazzacabini che si tiene il primo weekend di settembre. Quello sono i ricordi che mi piacciono di più perché diciamo è un lavoro in più che si crea per la nostra ferrovia e anche per far sì che l'utenza frequenti molto di più la nostra ferrovia. Il lavoro più grosso è organizzare tutto quello che è la biglietteria, i posti sui treni, i treni speciali e via dicendo. Poi c'è anche, mi è piaciuto molto come ricordo, quella manifestazione che aveva fatto il Dimitri, che facevamo noi alla sera, che si intitolava, se non vado errato, 100 valli, 100 ricordi, che è stato proposto per ben 2 volte e ho trovato che come ricordo per la nostra ferrovia è molto bello. Poi ho dei ricordi, ma questi sono dei ricordi di quando ero, diciamo, fanciullo, e quando andavo nella vecchia officina che si trovava a Sant'Antonio, e la stazione, che il capostazione una volta si trovava a Sant'Antonio, risiedeva lì e fuori all'esterno c'era questo banco di comando e io ero piccolo, andavo perché andavo a trovare o mio papà o mio nonno che a quei tempi lavorava per le FART. Allora, il segnale era chiuso perché sopraggiungeva dall'altra parte il diretto che noi incrociavamo alla stazione di Cavigliano. Noi eravamo in orario, loro anche eravamo in orario, ma col nostro sistema di blocco, che è un attimino vecchiotto, non possiamo fare le entrate simultanee. Di conseguenza il primo che arriva, che prende la tratta, entra e dà poi la possibilità all'altro treno di proseguire la corsa e di incrociare. Comando da 6-4 da Ribellasca con 17-1-7. Rispondere. Capito giusto? Terminato. Allora, la procedura per l'infrastruttura per attraversare la frontiera. L'unica cosa che noi abbiamo è la comunicazione del transito dei passeggeri e eventualmente in alcuni casi la numerazione del veicolo, perché i due capomovimenti, rispettivamente capomovimento FART e rispettivamente capomovimento SCF,
hanno l'incombenza di scrivere, annotare su un foglio o digitalmente, che poi la sera viene mandato per le statistiche, ma se no altrimenti non c'è. E l'unica incombenza è anche il cambiamento di canale dalla frequenza FART alla frequenza SSIF, che è canale 1 o canale 2. Allora, il fischio, il cartello di fischio, la tavola di fischio, dove è situata, noi abbiamo l'obbligo di dare un colpo di fischio. Dalla parte FART ne abbiamo pochissimi, anzi sono stati tolti tutti, perché avendo i PL automatici e tutto quello che è, di fischi da noi non ce ne sono. La parte italiana hanno un altro regolamento, loro hanno ancora i fischi per ogni passaggio a livello, e ogni entrata in galleria bisogna dare un colpo di fischio di avvertimento. Stazione di Trontano. Allora, quello dell'annunciare le fermate, diciamo, non è complicato, ma bisogna fare bene attenzione alcune volte di non distogliere l'attenzione da quello che succede davanti. Si cerca sempre di fare l'annuncio delle fermate quando ci troviamo in una situazione che non crea problema per la sicurezza durante la guida. Però trovo che ormai la tecnologia al giorno d'oggi è avanti, ma noi purtroppo non abbiamo ancora questa possibilità, essendo dei mezzi ancora un po', diciamo, datati, ma ancora molto efficienti. Ma prossimamente questo sistema verrà implementato anche sulle nostre ferrovie. Allora, la velocità massima sulla nostra linea è stata portata da 60 km/h a 50 km/h. Adesso la nostra velocità massima è 50 km/h per il momento. Ove ci sono gli attraversamenti banchine tra un binario e l'altro, la velocità massima è 20 km/h in entrata e corsa a vista, altrimenti deviata è 15. Que cette émission se termine devant ce monument ferroviaire. Comme d'habitude, vous le savez très bien, on se retrouve dans 2 semaines. Mais où? On sera à Lausanne, dans le canton de Vaud, une nouvelle fois, pour s'intéresser au LEB. Le 14 mai, le jour de diffusion de cette émission, a eu lieu l'inauguration du nouveau tunnel. Grosse émission en perspective d'environ 52 minutes, avec de nombreux invités et de nombreuses chroniques. C'est donc à ne pas louper. Merci beaucoup, très belle soirée à tout le monde, et puis bon appétit. Bon appétit, ciao.